fais la présentation. Bonjour, je m'appelle Richard Paul. Je viens de passer 2 ans à l'Institut Pasteur de Dakar sur un projet dont je vais parler un petit peu aujourd'hui. Je suis maintenant encore une fois à l'Institut Pasteur et merci Olivier de m'avoir invité ici encore une fois à Madagascar, ça fait plaisir. Comme d'habitude, j'ai changé de titre dès la dernière minute, mais même de titre, effectivement, je vais parler pendant 45 minutes par rapport au gamétocyte et la recherche de nouvelles stratégies de lutte. Donc, la philosophie du travail, effectivement, ce qu'on essaie de faire, c'est d'identifier les réservoirs d'infection à falciparum humain et les facteurs qui promeuvent la transmission en moustique, afin d'effectivement proposer des stratégies complémentaires qui peuvent être intégrées dans un programme de lutte. Donc c'est très expérimental, on est très à la recherche. D'abord, le plan. Je vais parler vraiment sur le gamétocyte parce qu'il y a pas mal de gens qui connaissent rien de tout, même s'ils travaillent sur le paludisme. Un petit peu de gamétocyte et la transmission en moustique de paludisme. Ensuite, on va passer sur les données un peu historiques et pour vraiment dévoiler comment en fait on peut comprendre comment Plasmodium et Falciparum surtout se comportent pour mieux se transmettre. Et en fait, c'est pourquoi on a élaboré des hypothèses qu'on a ensuite testées sur le terrain au Sénégal, et ensuite, évidemment, les perspectives et quelques mots sur la lutte. Donc, les gamétocytes, on connaît bien. Et c'est le cycle. Donc, le cycle de Plasmodium. On a effectivement, les gamétocytes de Falciparum sont falciformes, donc, dans le nom Falciparum. Et c'est cette partie du cycle que je m'intéresse, c'est quand le moustique pique à travers la peau, et effectivement, il va reprendre un repas sanguin pour prendre les gamétocytes s'il y en a. Et ensuite, il sera infecté. Donc, le reste du cycle, vous connaissez bien, je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Les gamétocytes, donc, c'était une question de choix. Le parasite doit choisir chez l'homme, est-ce qu'il produit les trophozoïtes ou est-ce qu'il va produire les gamétocytes, les stades sexués. Les gamétocytes sont responsables pour la reproduction sexuée qui a lieu chez les moustiques, après piqûre. Mais chez l'homme, il doit décider trophozoïde, gamétocyte. Gamétocyte mâle, gamétocyte femelle. Donc c'est une question de choix. Et ensuite, combien de gamétocytes doit-il produire? Et comment il produit les facteurs? Et chez qui? Et à quel moment? Combien? Oui, ici, ce sont les données de Cameroun, en fait, où c'était Vincent Robert au Yaoundé et Christian Boudin en zone rurale. Ils ont gorgé les moustiques sur l'homme. Et ils ont regardé les densités de gamétocytes chez ces hommes et combien de moustiques étaient infectés à partir de chaque individu. Et on voit tout de suite que, oui, ça augmente, évidemment. La proportion de moustiques infectés, le repas sanguin sur l'homme augmente avec la densité de gamétocytes. Mais en zone rurale, on a entre un moyen de 2 par microlitre, et on a quand même 400 fois plus en zone urbaine, mais en fait, il n'y a pas plus de moustiques infectés. C'est étrange, non? Ensuite, comment? Bon, on connaît pas mal de facteurs de risque de portage de gamétocytes. On sait que c'est associé à l'anémie. Donc, ça, c'est l'environnement hématopoïétique. Également, associé aux réticulocytes. Donc, ça peut être l'environnement de globules rouges elles-mêmes. C'est associé à l'hyperparasitémie. Ça, c'est l'environnement un peu parasitaire. Ils sont associés à un stress, un environnement un peu immunologique. Alors, évidemment, ils sont tous un peu liés. L'hyperparasitémie, ça provoque une anémie. L'anémie, la réponse de l'homme, c'est de produire les réticulocytes. Et le stress, encore hyperparasitémie, ça va provoquer un stress. Et le réticulocyte, c'est clair qu'il y a des effets d'infection chez, par exemple, le rat, qui fait un lien entre le stress et la présence de réticulocytes. Et on ne sait pas trop le mécanisme. Qui? Non, c'est les données de Cameroun encore dans lesquelles je suis impliqué. Tranche d'âge des individus dans un village, les enfants, les grands enfants, les adolescents, les adultes. Nous avons la densité de gamétocytes en moyenne chez tous les individus. Donc, la densité moyenne chez les vieux, les adolescents, c'était 4. En fait, ce n'était pas très différent selon la tranche d'âge. On regarde la prévalence de parasitémie, falciparum, chez les tranches d'âge, et
hyperparastémie et gamétocyte. Et évidemment, c'est un endroit, 60-70% de prévalence. Il y aura les prémunitions. Donc, comme d'habitude, on s'attend que ça va diminuer la prévalence avec l'acquisition de prémunitions. Donc, ça diminue avec l'âge. Non, c'est les données de moustiques infectés sur les individus. Et là, il n'y a aucune corrélation entre n'importe quelle mesure parasitologique et les proportions de moustiques infectés. Il y a plus infectés chez les jeunes, et ensuite ça chute. Donc on ne comprend pas vraiment, il n'y a pas vraiment une corrélation entre n'importe quel paramètre parasitologique et les proportions de moustiques infectés. On sait un petit peu des infections induites chez les neurosyphilétiques au début du siècle dernier. On sait bien, le jour de pré-infection, on a la parastémie qui monte, une vague qui descend. Ensuite, il y a une vague de gamétocytes. Donc ça, c'est les choses classiques. Dans une population, j'ai pris des données de littérature, on a souvent cette espèce de choses. Ça, c'est la prévalence d'infection falciparum des stades asexués, donc n'importe quel stade, et la prévalence d'infection avec le gamétocyte. Et voilà, c'est un bordel. Hein. Il n'y a rien, on peut voir rien de tout là. Il n'y a aucune forme de pattern, structure dans ces données. Donc, à l'heure actuelle, on ne sait pas combien, qui et quand il produit les gamétocytes. Ça, c'est notre situation actuelle. C'est ce que je suis arrivé ici. Donc, c'est un peu problématique, on ne comprend rien. Maintenant, c'est oui, il est infecté, il produit les gamétocytes, qui infecte les moustiques, et voilà le cycle. Donc, c'est comme ça, on ne comprend vraiment rien. Niveau gamétocytes, c'est impossible. Donc, l'historique maintenant. On va voir toutes les données dans un œil un peu évolutionniste, un peu écologiste, pour voir est-ce qu'on peut retirer des choses. D'abord, l'anémie et le stress immunologique. Bon, maintenant, on sait, c'est un peu expérimental, qu'en fait, simplement, cette association, donc c'est un facteur de risque majeur, donc c'est important, on peut identifier les gens qui vont avoir les gamétocytes et infecter les moustiques, mais en fait, ce qu'on voit, c'est probablement une manifestation de la capacité adaptative du parasite. Pourquoi adaptatif? En fait, il produit les gamétocytes, davantage de gamétocytes, d'assurer sa transmission aux moustiques quand l'environnement sanguin, voire immunologique, devient néfaste pour la fécondation. Donc c'est tout simple. Quand la vie est difficile, quand tu as du mal à se féconder, il faut produire plus, et comme ça, ça ira mieux. Mais les causes multiples de l'anémie. Donc on a les génétiques humaines, les hémoglobinopathies sur le terrain, et les autres parasitoses. Donc il se peut, sur le terrain, on peut voir quelqu'un qui est anémique à cause d'un élément, d'une infection, et est-ce qu'il va produire les gamétocytes? Est-ce qu'il y a des effets des autres infections et de la génétique humaine sur la transmission du parasite? Ce sont les questions. Ensuite, l'âge. On sait l'âge est important, on n'en sait pas trop. Mais en gros, l'âge d'un individu selon l'intensité de la transmission. Grosso modo, les études sur le terrain où ils ont gorgé les moustiques sur tout le monde pour voir qui infecte le moustique le mieux démontrent le suivant. Quand c'est bon. Ici, l'intensité de transmission est plus forte dans cette étude en Kenya qu'au Cameroun qu'au Sri Lanka. Et on voit très bien quand l'intensité de transmission est très forte, c'est les plus jeunes, les moins jeunes, et ensuite. Il y a une corrélation très claire et nette. Now, on reprend ces données qu'on a montrées tout à l'heure par rapport aux tranches d'âge. On a vu qu'il n'y avait aucune relation entre densité de gamétocytes chez une tranche d'âge et l'infectiosité avec les moustiques. Mais ce qui est marrant, on prend ces études-là, on regarde la même chose, on regarde les tranches d'âge, à la place de regarder la densité moyenne de gamétocytes, on regarde la variabilité de la densité de gamétocytes dans une tranche d'âge. Et ce qu'on voit, toutes ces études, les individus qui transmettent aux moustiques les mieux, donc les tranches d'âge qui infectent plus de moustiques, il y a une précision dans la densité de gamétocytes. Il n'y a pas de variabilité. Les individus d'une tranche d'âge, donc ici, les individus de 1 à 4 ans, ils produisaient tous la même densité de gamétocytes. Pas nécessairement plus haut, mais c'était le même. Les individus de 10 à 15 ans, il y avait une variabilité dans la densité de gamétocytes qu'on voyait dans le sang. Je ne sais pas pourquoi.
C'est bizarre, mais c'est très étrange, mais c'était comme ça across n'importe quelle étude. Donc, tout ce qu'on peut dire, que le parasite semble reconnaître bien son environnement humain préféré, l'environnement duquel il se transmet le mieux. Et il y comporte bien. Ça, c'est le phénotype qu'on regarde, c'est les précisions des gamétocytes. Et ça se voit à travers les gamétocytes et seulement les gamétocytes. Le parasitisme est asexué, ça flambe, ça va dans n'importe quel sens. Donc encore une fois, on a la tendance à dire que sa production de gamétocytes est adaptative. On ne connaît pas les mécanismes, mais c'est déjà intéressant. Ensuite, le timing, transmission. Ouais, moi j'ai l'impression que franchement, transmission est saisonnière partout. Il y a toujours un moment où il y a plus d'anophèles qu'un autre. On peut avoir transmission tout le temps, mais parfois il y a plus d'anophèles parce qu'il y avait des pluies, etc., etc. La question avec le timing, quand de produire le gamétocyte? L'infection est là. Quand de produire? Est-ce qu'on peut comprendre un peu mieux les données comme ça? Est-ce qu'on peut identifier un réservoir d'infection à un moment donné? Donc pour ça, on reprend les données des grandes épidémies régionales au début du dernier siècle, on les connaît bien, et les choses saisonnières, moins graves, mais quand même on voit saisonnières avec les petites épidémies qui arrivent. Et il y a quelque chose qui est partagé partout. Le calendrier des événements. D'abord, il y a une augmentation de densité de moustiques. Ensuite, une augmentation de densité de parasites asexués, les gamétocytes et les mobilités. Et troisièmement, la prévalence d'infection à falciparum augmente. C'est quelque chose partagé, grosso modo, par toutes ces études, qui est très étrange. On a des situations de transmission extrêmement différentes, surtout les grandes épidémies qui sont classiques maintenant. Mais, ce que Gill a noté assez long, et personne n'a vraiment repris après, la mobilité ici, c'était chez les adultes et pas chez les enfants. Donc, quelque chose d'âge, c'est étrange pourquoi c'est le cas. Et souvenez-vous que c'était avant la prévalence à monter. Donc, on prend les données de Wilson, qui est de 32, c'est un de ces exemples. C'est un peu comme l'autre, on a une situation classique avec, et ouais, c'est les petits enfants et presque 100% prévalence d'infection. Ensuite, on a les 6 à 20 ans. Ensuite, l'acquisition un peu de prémunition. Donc, il y a plus de 20 ans, la prévalence. On a les gamétocytes, on a le temps. Il y a rien de spécial là. Mais on veut poser la question de la production de gamétocytes et quand. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut retirer de cette information, de ces données, pour nous donner une idée de peut-être il y a un réservoir d'infection qu'on ne voit pas avec ce type de présentation. Donc, ce qu'on fait, effectivement, on fait un autre graphique à partir de ces données. On prend le change dans la proportion des infections qui donnent les gamétocytes avec le temps. Et tout d'un coup, ça change. On voit ici, donc ça c'est le change par mois, par rapport au mois dernier. On a une prévalence d'infection chez un certain groupe d'âge qui est X dans un pourcentage dans les gamétocytes. On veut voir comment ça change avec le temps. Et ce qu'on voit, c'est plus de 20 ans, on a cet énorme pic-là, qui est très étrange, de production tout d'un coup en juillet, il produit davantage de gamétocytes. Non, et c'est toujours très bas, il n'y a pas d'augmentation de prévalence chez les plus de 20 ans. Mais pourquoi ça? Pourquoi tout d'un coup les plus de 20 ans décident tout d'un coup de produire les gamétocytes? Well, peut-être il faut regarder les moustiques. On voit de ces données, on voit effectivement, attends, c'est quoi le changement? Il y a une grande augmentation de piqûres de moustiques. Malheureusement, c'est bimensuel, c'est mensuel, mais on voit tout d'un coup la meilleure corrélation ici, et en fait ici aussi, c'est la corrélation entre cette production de gamétocytes est corrélée avec le nombre de piqûres non infectantes. Ok? Ouais, ça c'est vraiment génial, je trouve. Parce qu'on sait bien, on regarde les productions saisonnières de gamétocytes, donc il y a quelque chose là, ça c'est dans un endroit où il y avait toujours de transmission, donc c'était pas quelque chose vraiment très 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 saisonnier. On sait bien en zone tempérée que
pivivax, ok, ça émerge au printemps chez l'homme, et il y a des émergences plus tard en automne, mais ça c'est la chose classique. Chez l'homme, chez les oiseaux qui ont reçu le paludisme, ils produisent le gamétocyte au printemps également. Donc l'idée est que peut-être le changement de saison en zone tempérée déclenche un changement physiologique, etc., qui va avec la production des hormones pour la reproduction chez les oiseaux, ça s'en sait. Mais en zone tropique, c'est pas tout le temps pareil, mais c'est pas aussi dramatique. Mais en fait, c'est quoi la chose qui change le plus? Pourquoi pas, effectivement, c'est l'arrivée saisonnière, le changement saisonnier des moustiques. Est-ce que le Falciparum utilise cette augmentation massive de piqûres de moustiques en tant qu'un signal pour, en fait, produire ces gamétocytes afin de se réveiller? C'est le moment de transmission. Voilà l'hypothèse. Les piqûres de moustiques, de salive, probablement augmentent la prévalence de gamétocytes dans les infections à Falciparum. L'étude du terrain. Voilà. Le parti maintenant, il y a les jolies photos, donc on peut être tranquille. Le but, il y avait deux buts. Identifier le réservoir d'infection chez l'homme et le rôle de la salive dans la transmission de Falciparum. Et effectivement, comment démarre la transmission en zone saisonnière et qui est à l'origine? Ça, c'est le but de notre étude. Donc, il fallait trouver un site d'étude, c'est Sénégal. À 100 km est de Dakar, on a trouvé un village qui s'appelle Gouikouli. C'est dans une zone sahélo-sudanienne, donc c'est pas du tout forêt, et c'est très sec, et il était très chaud. On a eu l'assemblée générale, voilà, avec le chef du village avec son chapeau, et pour discuter comme vous savez faire. On avait embauché une équipe médicale, donc on a les deux infirmières, Marthe et Marie-Louise. On a les enquêtrices, en fait, qui sont du village pour nous aider à faire les enquêtes. Il faut aller dans les consultations tous les jours. Et on avait trois protocoles. Deux protocoles de recherche, une population assez petite, ça c'est une limite de nos capacités budgétaires. Pour voir, ok, le protocole que j'aime bien, c'est l'effet des piqûres de moustiques, c'est la production de gamétocytes chez les porteurs asymptomatiques. Et effectivement, l'effet immunomodulatoire de la salive, donc un petit truc immuno dont je vais parler à la fin pour faire plaisir à Olivier. Santé publique, on voulait faire effectivement un regard sur l'efficacité thérapeutique de céphalodoxine pyriméthine, amodiaquine qui, disons, vient de changer, c'est-à-dire il y a 2 ans, de chloroquine en premier traitement, mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui parce que ça ne concerne pas la gamétocyte. Donc, le calendrier. L'idée, il pleut effectivement à peu près comme ça, juillet jusqu'à octobre, donc assez court. On faisait un transversal avant la pluie, un transversal après, et effectivement un longitudinal hebdomadaire, l'échantillonnage. Donc, la longitude, c'est le goutte épaisse plus le microtrainer. Et toutes les semaines, parce que le problème, je pense, avec tous les études anciennes, si on fait mensuel, on va rater les choses. Vous allez voir que les moustiques, la population, ça explose très très vite. Donc, hebdomadaire. Et on fait l'entomo toutes les semaines. Donc, construction de cartes de santé avec les panneaux solaires. Il y a évidemment un microscope pour les diagnostics, il y a même un ordinateur, il y a un frigo à gaz. Saison de pluie, juste pour vous donner une idée, c'est un endroit extrêmement sablonneux. Et ça, c'est en juin. Et ensuite, on a un petit peu de pluie. Mais vraiment, il pleut très peu. Et la pluie, il reste pas. C'est tellement sablonneux, ça reste pas. Mais quand même, ils arrivent de faire pousser la mille. Donc, c'est une idée de comment ça change avec le temps. L'entomologie, ok, classique. Principalement pendant la nuit sur les captures sur volontaires humaines à l'intérieur d'une case à l'extérieur. On faisait de temps en temps les pulvérisations, les captures au repos avec un aspirateur. Le village, le placement. On a choisi 5 cases pour faire les captures de moustiques. Ils ont été choisis selon la position, selon le type de structure. Donc, les 5 endroits qui sont colorés. Un village qui est assez petit, une trentaine de concessions. Et les moustiques, juste pour votre éducation, on a effectivement, ok, Tratinorhynchus, ça c'est le vecteur de encéphalie japonais.
On a quoi d'autre? Oh oui, on a Vexans, donc Vallée du Rift, évidemment fièvre jaune. On a même Unibitatus qui est West Nile. Et on avait quelques-uns d'Anophel. On avait Anopheles gambi. C'était censu là-dessus, mais en fait c'est arabiensis, qui n'est pas étonnant parce que c'est tellement sec. Il n'y a pas d'autres Anophel. On a trouvé un Pharoensis. Et évidemment testé pour si c'est positif ou pas. C'est déjà en train d'identifier. Et voilà un peu de la dynamique pendant la saison de 2004 et 2005. Et vous voyez bien, il y a une flambée tout un coup. Mais ça c'est la première semaine et deuxième semaine, troisième. Dans un mois, on a vraiment beaucoup de moustiques. Et ensuite la saison sec. Et ensuite un autre poussée en 2005 avec les culescines et les aedes vraiment principalement. Les anophèles par rapport aux culescines étaient extrêmement peu représentés. C'était un endroit pas vraiment propice pour les anophèles. Le nombre de piqûres par personne par nuit, en fait, on avait des endroits. C'était extrêmement variable, hétérogène dans un village. On avait, par exemple, il y avait un point, le pauvre, il capture 12 heures, donc 7 heures. Entre 7 heures et 8 heures, il a capturé 200 moustiques. Donc il est piqué 200 fois. C'est souvent comme ça, c'est les Aedes aegyptiques, c'est juste avant la nuit tombe, ils piquent. Donc il y a une variabilité, mais c'est grosso modo, ils sont piqués un peu comme ça. Voilà, maintenant la partie intéressante. C'est la prévalence en rouge de l'infection, donc par goutte épaisse. Voilà, on a commencé, ça a pris un peu de temps malheureusement d'avoir la commission de comité d'éthique, mais on a commencé le premier jour de la pluie, c'était l'idée. Malheureusement, on a raté le premier transversal qui est semi-catastrophique, comme vous allez voir. Mais voilà, on a le moustique ici, le piqûre de moustique. Ici, j'ai multiplié les piqûres par anophe par 10, comme ça on peut les voir au moins. Et le pourcentage de prévalence d'infection chez l'homme, pourcentage de population qui portait le parasite, très bas, 7%, et ça a augmenté jusqu'à 13%. Donc on a fait ça pendant 6 semaines consécutives, ensuite on a laissé tranquille, ensuite on est revenu pour le transversal fin de saison de novembre. Donc évidemment il y avait beaucoup de transmission entre temps, mais je n'ai pas noté ça. Ensuite saison sec, transversal et la deuxième saison qui n'est pas encore complètement lue. L'intensité de transmission très bas. Vraiment très bas, classiquement ce que quelques gens appellent instable, mais on avait quand même 7% un minimum d'asymptomatiques de tout âge confondu. Ce n'était pas que chez les vieux. Ok, le moment de la vérité, c'était les gametocytes. Le but était de voir au début de la saison, donc ils n'ont pas piqué, Donc, ils n'ont pas piqué, pas vraiment piqué ici non plus. Et c'est ici, tout d'un coup, ils reçoivent beaucoup plus de piqûres. Donc, ça monte de 10 à, ça monte 5 fois minimum. Poussée de piqûres, l'idée, est-ce que ça induit la production de gamétocytes? Et la réponse est oui. Ici, c'est la proportion, c'est les mêmes infections, 7% de prévalence, dont 30% portent les gamétocytes. Okay. Ensuite, les choses se calmaient. Il y avait quand même une production liée un peu à l'hyperparasitémie, à l'anémie, etc. Et ensuite, ici, pas de piqûres en juin, hors saison, pas de gamétocytes. Très peu de piqûres là, très peu de gamétocytes. Donc, moi, j'attends avec impatience ce donné-là, qui devrait arriver dans 2 semaines. Donc, on est assez, j'étais un peu étonné quand même. On a ce que tous les autres données suggèrent, qu'il y a quand même un poussé de gamétocytes chez les porteurs asymptomatiques. Juste pour vous montrer la morbidité. Donc, on a le poussé là, la morbidité a commencé vraiment 2 à 3 semaines après. Mais c'est assez tentant de dire, parce que la morbidité, ça peut être, ils sont des nouvelles infections, donc ils peuvent provoquer l'hyperparasitémie, l'anémie, provoquer les gamétocytes. Mais aussi, c'est intéressant de voir que quand même, si on imagine un cycle complet chez les moustiques de 10 jours plus 7 jours chez l'homme,
on a quand même, ça tombe juste après cette poussée de gamétocytes. Ben évidemment, c'est une supposition. Donc, facteur de risque, le portage de gamétocytes. On avait effectivement hyperparastémie, axéphalus et traitement explique 10% des gamétocytes de prévalence, mais seulement en période de transmission. L'anémie, on a fait quand même un peu des génétiques humaines. Il y a quelques suggestions, mais rien vraiment frappant. Mais l'hypothèse que piqûre augmente la prévalence de gamétocytes, ça me semble confirmé. Évidemment, j'attends 2005 parce que malheureusement, on a raté un peu 2004. Ok, la perspective est même sur la lutte. Dans la partie immunologique qui arrive maintenant, il y avait en même temps ces protocoles immuno, ils ont regardé effectivement, on veut savoir, c'est un peu sur l'idée qu'un piqûre, ça va être quelque chose d'allergie. Les gens sont piqués, il y avait une réaction allergique. Donc il y avait un petit regard sur les activations de basophiles, ça démontre l'activité, la présence des IgE spécifiques et glandes salivaires. Et il y a une chose qui est tout à fait marrant, que chez les vieux, on voit la prévalence d'infection tout petit chez les vieux, mais le pourcentage avec gamétocytes, c'est énorme. Le pourcentage des vieux qui répondent, qui sont allergiques, qui répondent bien à la salive, ce sont les vieux. Donc ça m'encourage un petit peu parce que maintenant on a au moins quelque chose, une suggestion d'un lien immunologique par âge et le comportement de la production de gamétocytes. Donc l'hypothèse est donc une hypothèse d'allergie, il y a une piqûre de moustique, il y a l'injection de la salive, une activation de mastocytes dans le peau, au basophiles dans le sang circulant par les antigènes de la salive via les IgE, qui ensuite soit ça provoque une production de gamétocytes des asexués, les parasites asexués qui circulent, ou une libération de gamétocytes qui sont en train de se cacher quelque part. Ok, il fallait que je mette ça parce qu'on a parlé que de TPI pendant 5 jours. Mais c'est vrai, est-ce qu'il y a une faisabilité, l'idée d'identifier le réservoir d'infection humain en zone saisonnière? Ça c'est un groupe à risque quand même. Est-ce qu'on peut traiter ce groupe à risque avant la saison de transmission et effectivement éliminer la source de l'infection avant le mystique arrive? Donc, avec les antipréludiens, ce sera plus simple, mais l'idée, c'est pas, si c'est quelque chose d'allergique, les antihistaminiques ou quelque chose comme ça, pour en fait bloquer cette production de gamétocytes. Identification du groupe à risque. À l'heure actuelle, on a les indications par âge. Peut-être on va regarder par statut atopique, allergique, ça c'est quelque chose pour l'avenir, et par autres facteurs génétiques humaines, surtout les immunoglobinopathies. Mais je pense que c'est une vraie possibilité dans les zones où la transmission dure 3 mois, si on peut retarder juste un petit peu la production de gamétocytes, on peut peut-être vraiment faire quelque chose. Donc, juste quelque chose, parce que c'est intéressant, le pot. C'était un projet, peut-être qu'on va le faire maintenant au Sénégal, mais c'est un projet concernant la distribution de parasites dans le pot. Non, il y avait des études faites dans les années 40 et 50 par les Belges lors des enquêtes onchocercose. Et ce qu'on voit, c'est par rapport à un goutte épaisse classique, par rapport à une scarification dermique. Ils ont regardé chez 300 personnes, j'imagine c'était Congo belge. Et donc, on a goutte épaisse en bleu, scarification dermique en rouge, c'est les prévalences d'infection, les prévalences de asexués, falciparum pour gamétocytes. Et on voit, en fait, en scarification dermique, on voit carrément plus de gens infectés. Donc, par goutte épaisse, on voit 60, et ensuite on a quand même 20% plus de personnes qui sont infectées par cette méthode. Surtout les gamétocytes de malaria, il y en avait quand même beaucoup par rapport au sang qu'on ne voit jamais. Donc c'est intéressant. Est-ce qu'il y a un cycle caché du plasmodium? Pourquoi? Effectivement, on voit tous les stades. Il y a tous les stades du cycle. Normalement, dans le sang circulant, on ne voit pas les trophozoïtes. Mais ils sont là, ils sont dans le pot. Il est fort probable et faisable qu'on peut avoir un développement complet du cycle jusqu'à gamétocytes dans le pot. C'est intéressant. Donc, ça c'est juste, ce sont les Belges, donc je sais que
Umberto, il est là, il faut faire plaisir. Mais c'est quelque chose oublié, pas repris, c'est intéressant. On oublie parfois qu'il y a peut-être des autres aspects de parasites qui peuvent... donc cette interface, le pot est le seul fois où en fait on a une interface mystique homme, c'est l'endroit homme-parasite. C'est intéressant. Dernièrement, moustiquaire. Ok, brièvement. Ok, les rôles attendus. Évidemment, protéger contre l'infection à droite, empêcher la transmission à gauche, et peut-être prévenir la production de parasites transmissibles. Donc, le moustiquaire, je suis assez pro-moustiquaire, je pense que ça peut faire plein de choses. Mais, ici, au village, il ne faut pas oublier le comportement des moustiques. Il n'y en avait pas beaucoup, mais les moustiques, les anophèles, étaient actifs surtout le petit matin. Au village, ok, il y a des personnes qui se couchent avant, ils se couchent vers 10h, 11h, donc ça va. Mais le matin, on voit ça entre 6h et 7h, et tout le monde est en train de se laver, ils sont dehors, ils sont actifs. Et idem pour cette idée d'empêcher les piqûres, etc., les gametocytes. Attends, les gens sont piqués massivement à 7h, à 8h le soir. Donc malheureusement, ils ne sont pas dans les moustiquaires. Donc il faut, c'est un truc pour faire l'entomologie, mais parfois il y a des endroits où effectivement le comportement des moustiques est tel que peut-être c'est le comportement humain. Ils vont peut-être être efficaces ici, mais on ne sait pas. Il va falloir qu'on voit. Mais ici, ils vont être piqués. Voilà, donc la groupe sur le terrain, les entomologistes, on était tous en masse, c'est le chef d'entomologie, les étudiantes, c'est Laurence Maram, l'épidémiologiste, Fatima, le médecin, l'équipe médicale, le lecteur de l'âme, et voilà, merci beaucoup.